Je m'appelle Alexis, Je m'appelle Kaina, j'ai 29 ans j'ai 45 ans et j'ai un diagnostic de schizoaffectivité. et je suis atteinte d'algie vasculaire de la face. Le trouble schizoaffectif réunit la bipolarité et la schizophrénie. Chez les patients qui souffrent d'un trouble schizoaffectif, il y a des problèmes de bipolarité, des troubles de l'humeur, plus des épisodes psychotiques proches de la schizophrénie. L'algie vasculaire de la face, c'est une maladie neurologique qui est considérée comme la plus douloureuse au monde. C'est-à-dire qu'on la compare à une amputation à vif. C'est localisé au niveau de l'œil, de la mâchoire et de la tempe. Ça descend vers le nez et en fait, on a juste l'impression qu'on est en train de nous amputer de l'œil et de nous arracher toutes les dents. C'est une atteinte douloureuse qui peut se voir pendant la crise, mais en général, nous, on se cache. Quand j'ai été diagnostiqué à 19 ans, je n'avais jamais entendu parler de bipolarité et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait et je ne savais pas que ce qui m'arrivait était symptomatique. Les symptômes les plus courants pour un trouble bipolaire ou donc un trouble schizoaffectif, ces symptômes, ça va être beaucoup le sommeil. Pendant des jours, on ne va pas dormir, 1, 2, 3 jours, ce qui va nous faire en fait rentrer dans des crises et nous faire des bouffées délirantes aiguës. Donc là, on perd un peu le pied avec la réalité et on arrive dans ce qu'on appelle les accès maniaques. D'un point de vue chimique, le cerveau va beaucoup trop vite. Avec un tel niveau d'énergie, on peut se sentir un peu le roi du monde. Et ce qui est symptomatique, c'est parfois des idées de grandeur, de la mégalomanie. Il y a beaucoup de choses qui passent aussi par le ventre. Je ressens des sensations très particulière au ventre. On parle aussi dans ces moments de crise d'un discours un peu altéré. On va avoir ce qui s'appelle la logorée. On va beaucoup parler de manière totalement délirante, ce qui rejoint la notion de mégalomanie. Ma maladie a commencé lorsque j'étais enceinte de ma fille. J'ai commencé à avoir des douleurs qui radiaient à gauche vers l'œil, qui partaient de la mâchoire, donc je pensais que c'était dentaire. Je n'ai pas imaginé autre chose, j'étais dans l'euphorie de la grossesse en plus. Donc je vais voir un dentiste lambda qui me dit je ne peux pas faire de radio, vous êtes enceinte, mais bon c'est pas grave, vous devez avoir une petite carie, on verra après la naissance. J'ai accouché et puis en fait les douleurs ne m'ont jamais quittée et au contraire elles arrivaient nuit et jour, elles m'empêchaient de dormir, elles m'empêchaient de vivre, elles m'empêchaient de travailler. Donc je suis allée voir 6 ou 7 dentistes différents, environ 7 opérations de la mâchoire, arrachage de dents, jusqu'au jour où un médecin, un dentiste me dise écoutez, arrêtez, c'est neurologique, allez à l'hôpital, je vous envoie chez un neurologue et il va trouver ce que c'est. Non, en fait, c'était le début d'un long parcours. Le neurologue lui-même m'a dit écoutez, je ne sais pas ce que vous avez, mais par contre, je vais vous traiter. Alors oui, il m'a traité pour une algie. Donc algie, ça veut dire beaucoup de choses. Algie, c'est douleur. Donc oui, j'avais mal. J'avais tellement mal que je ne pouvais pas m'occuper de mes enfants, je ne pouvais pas travailler. Je ne pouvais pas dormir, que je ne pouvais pas avoir une vie de couple, je ne pouvais rien faire. J'ai eu cette algie, comme ils disent, avant de mettre un nom sur la maladie, pendant plusieurs années d'errance thérapeutique. C'est très difficile, même pour les soignants, de diagnostiquer un trouble schizoaffectif ou un trouble bipolaire. Il faut rappeler que ça met 8 à 10 ans d'avoir un diagnostic. Donc on peut vivre toute sa vie des symptômes qu'on ne comprend pas très bien. On parle en termes de courbe. Dans notre état normal, on appelle ça l'euthymie, on est à l'horizontale plat. Et en fait, si on arrête ces médicaments ou qu'on a une vie qui est toxique, c'est-à-dire qu'on ne dort pas beaucoup et on consomme des toxiques tels que les drogues ou l'alcool, l'humeur va changer, elle va augmenter et le cerveau va s'accélérer, à arriver à un stade de rupture dans lequel on risque de faire une BDA, bouffée délirante aiguë. Dans cette bouffée délirante aiguë, on a en fait ce qu'on appelle des psychoses. On peut avoir des hallucinations visuelles, auditives, entendre des voix, prétendre être quelqu'un qu'on n'est pas. En plus du BDA, on peut passer dans ce qu'on appelle l'accès maniaque, où là, en fait, pour imager, la cocotte a sifflé et là, maintenant, elle explose et toute l'eau se répand dans la pièce. Donc, en fait, on n'est plus du tout maître de nos moyens. Il y en a qui se prennent pour des saints, il y en a qui se considèrent comme des super-héros. Donc, c'est vraiment un état très compliqué à décrire. De l'extérieur, on est totalement incohérent et nous, de l'intérieur, on croit en ce qu'on est en train d'inventer. Il faut savoir que c'est vraiment une maladie qui nous met dans un raisonnement qui est faussé. C'est-à-dire que c'est la maladie qui joue contre nous. Il y a beaucoup de patients, en fait, qui ont ce qu'on appelle des idées de référence, c'est-à-dire qu'ils vont allumer le 20h et ils vont penser que le présentateur parle d'eux, ou on parle d'eux à la radio, ou alors ils comprennent que dans les textes de musique actuels, on parle d'eux. Quand j'ai la crise qui arrive, ça peut monter en 2 secondes.
comme en 10 minutes, parce que ça peut commencer par des picotements ici, comme un broiement. C'est comme si on mettait un couteau dans l'œil, un tisonnier à chaud, et qu'on essayait de me l'arracher, de me l'enlever, qu'on me cassait à coups de marteau les dents. Et j'ai une hyper agitation, parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça va jamais s'arrêter. Je sais que ça va être de pire en pire, mais je ne sais pas à quel point. Et je ne sais pas si ça va durer 15 minutes ou si ça va durer 3 heures. Parce que les symptômes, c'est l'œil qui commence à tomber, des petits picotements qui arrivent ici, les dents qui commencent à tirailler, le nez qui coule. Et après, pendant qu'on a mal, on bouge dans tous les sens, on a envie de se taper la tête contre les murs, on a envie de s'arracher là. Alors, beaucoup de personnes se tapent. Moi, j'essaye de ne pas me taper parce que, en fait, à force, on a des bleus, on a des traces. Alors oui, si on nous voit en crise, c'est très impressionnant et ça se voit, mais le reste du temps, ça ne se voit pas parce qu'on ne voit pas qu'on est malade. En fait, on l'appelle la bête entre nous. Pourquoi la bête? Parce qu'on a l'impression qu'on vit avec quelqu'un d'autre dans notre tête ou à côté de nous, qui est tout le temps là et on ne sait pas quand est-ce qu'elle va surgir. Et puis en fait, tu as peur de faire quoi que ce soit parce qu'une lumière qui va être clignotante, l'ordinateur un peu trop longtemps, un bruit soudain, le moindre petit signal nous fait stresser et nous empêche de faire quoi que ce soit surtout. Quand on parle d'invisibilité, de handicap invisible, moi je l'associe toujours avec le mot, avec la fragilité en fait. Beaucoup de gens peuvent compter sur moi, mais peu de savent que s'ils s'accrochent à une branche, elle peut casser en fait, très rapidement. Ma manière d'être, le fait que je sois aussi un homme et que j'ai cette stature, on n'a pas le droit malheureusement trop à la fragilité. Et on ne peut pas voir, en fait, pressentir chez tout le monde qu'il y a un réel handicap derrière tout ça. Et la charge mentale, c'est que on peut pas faire tout comme tout le monde. On risque de retourner à l'hôpital à cause de consommation de toxiques ou juste parce qu'on est surmené. Tout ça rentre dans une forme de fragilité invisible. Les gens sont très étonnés quand on leur dit qu'on a un handicap. On n'a pas de fauteuil roulant, ni de canne. Et notre handicap est très différent de tout ça en fait au final. C'est une usure au quotidien. Il n'y a pas de traitement réel contre notre maladie ou pour nous aider. Deux solutions abortives, donc l'oxygène, ça peut aider la crise à partir. Et après, moi j'ai mon stylo magique, donc moi je suis toujours avec. Et c'est abortif en 5 minutes. Sauf qu'on a le droit qu'à 2 piqûres par jour. Et plus on en fait, plus on entretient la maladie avec un effet rebond. On sait que ça va nous soulager en environ 5 minutes si on n'a pas piqué trop tard. Mais si on le fait assez rapidement, on sait déjà qu'on va aller mieux. Mais le corps réagit comme s'il était attaqué par un produit qui lui disait non, tu n'as plus le droit d'avoir mal. Moi, j'ai toujours cette impression que ça part du tronc, que ça monte le long du cou et que ça va vers le haut de la tête. Et là, c'est l'explosion totale. Et puis d'un coup, j'ai plus mal. Donc ça, c'est vrai que c'est le soulagement ultime. Mais par contre, après, il y a une fatigue intense. Moi, ça me coupe les jambes, donc j'arrive plus à marcher pendant pas mal de temps. Et il faut que je me repose clairement pendant 1 heure après. Ce qui est aussi assez fort étonnant avec l'algie vasculaire de la face, c'est que quand on va bien, on va bien. On travaille, on peut sortir, on peut faire les courses, parfois avec des lunettes parce qu'il faut éviter les lumières blanches des supermarchés, mais ça ne se voit pas. Si je devais un jour schématiser et surtout montrer ce qu'est l'algie vasculaire de la face à tout le monde, je pense que je le ferais un peu, c'est horrible à dire et c'est horrible à expliquer, mais je le ferais un peu comme on voit sur tous les sites d'échange et les forums, ces images assez horribles de la peau et de l'os qui pend, de l'œil qui ressort et de la tête complètement déformée, mais que d'un côté et que en haut comme ça, et comme si avec une espèce de main horrible, peut-être d'une sorcière ou d'un loup, qui vient tirer sur les chairs et aussi sur les os. Et en fait, oui, je sortirais bien comme ça dans la rue et en disant, vous voyez ce qui m'arrive. Le reste du temps, vous ne le voyez pas et vous me dites de prendre un paracétamol ou oh, t'as encore ton petit bobo. Non, en fait, c'est ça que je ressens tout le temps. Je refuse de dire que ces maladies sont des forces, parce qu'une maladie, ça peut pas être une force. Mais je pense que l'éducation et la société a fait qu'on a rendu invisibles ces choses-là, en fait.